Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le 25 août prochain, les plateformes comme Twitter ou Snapchat verront leur accès temporairement suspendu si elles ne réfrènent pas la diffusion de contenus dits sensibles entre guillemets. Alors comme vous le savez, le rôle des réseaux sociaux a été très important lors des dernières émeutes. Emmanuel Macron a proposé un blocage ponctuel et temporaire de ces réseaux sociaux si la situation devait l'exiger, au point d'appeler TikTok et Snapchat, donc deux réseaux sociaux, à un esprit, je cite, de responsabilité. Et figurez-vous que le 25 août prochain, tout cela sera possible. Thierry Breton l'a annoncé lundi matin au micro de France Info. C'est qu'à partir du 25 août, donc la loi européenne va s'appliquer à ces plateformes, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte, qui appellent également à tuer, parce qu'on l'a vu aussi, des individus. Ou à brûler des voitures. Ou à brûler des voitures. Elles auront l'obligation dans l'instant de les effacer. Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées. On a des équipes qui vont intervenir immédiatement. Si elles n'agissent pas immédiatement, alors oui, on pourra à ce moment-là, non seulement donner une amende, mais interdire l'exploitation donc sur notre territoire. Ça veut dire on aura les moyens couper les réseaux sociaux. Bien sûr, ça fait partie, encore une fois, mais c'est la loi qui va le faire. Avec, encore une fois, c'est pas une personne, c'est pas un État, c'est pas un conseil d'administration, c'est notre loi. Nous sommes maintenant équipés pour cela, avec un conseil spécifique, mais croyez-le, les interventions vont être extrêmement rapides. D'abord, et je le dis, c'est une régulation ex ante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les plateformes, à partir du 25 août, devront nous démontrer qu'elles ont pris des dispositions pour faire appliquer la loi, y compris au cas d'espèce dans ce que nous avons vécu. Et si jamais elles ne le font pas, parce que derrière il y a aussi tout ce qui est invisible, les algorithmes qui poussent, on le sait, ces contenus à forte viralité, parce que ça rapporte de la publicité, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Donc tout ça sera strictement interdit. Donc elles vont nous démontrer, c'est pour ça qu'on fait des tests en blanc. Donc elles doivent embaucher. Bien entendu, on ce verra. sont des humains par exemple, qui vont faire. Meta, donc Meta, c'est Facebook, Instagram. Je suis allé le voir il y a 15 jours donc, en Californie avec mes équipes. Donc Mark Zuckerberg m'a confirmé qu'il avait embauché 1000 personnes pour ce faire. Donc les plateformes se préparent. Et donc, oui, à partir du 25 août, eh bien, elles devront le faire. Ce que j'ai indiqué, c'est que compte tenu de la situation, j'ai regretté, et je leur ai dit, qu'elles ne l'aient pas fait avant, mais elles m'ont dit qu'elles allaient le faire. Évidemment, il reste un mois. Voilà, vous écoutiez Thierry Breton, commissaire au marché intérieur de l'Union européenne. C'était lundi matin au micro de France Info. Et donc cette nouvelle législation, elle entrera en service le 25 août prochain. Elle s'intitule DSA Digital Service Act et elle vise donc à protéger les internautes des dérives des plateformes numériques et en particulier des GAFAM. Avec ce mot, ce qui est illégal hors ligne et illégal en ligne. Donc le chaos permet-il le contrôle de l'opinion ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Didier Maistot. Bonjour Didier Maistot. Bonjour à tous. Voilà, nos auditeurs vous connaissent, vous êtes journaliste indépendant et puis nous sommes avec l'avocat Arnaud Di Meglio. Bonjour Arnaud Di Meglio. Bonjour. Avocat au barreau de Paris et Montpellier, docteur en droit, vous êtes spécialiste en droit des nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication et spécialiste du droit de la propriété intellectuelle. Donc je voulais revenir d'abord sur les bienfaits avec vous, Arnaud Di Meglio, de la régulation, évidemment, de ce qu'il y a sur Internet. Il peut y avoir des bienfaits, notamment des produits légaux, comme les attaques racistes, comme les images pédopornographiques. Alors après, il y a la désinformation, on va voir ce que c'est, qu'est-ce qui est de l'information, qu'est-ce qui est de la désinformation. Bon, il y a de la vente de drogue aussi, ou de la vente de produits de contrefaçon. Finalement, il y a des bienfaits dans la régulation. Bien sûr, oui. Alors, il y a des bénéfices dans cette réglementation, mais il y a aussi des risques. Et je pense que le gouvernement et l'Union européenne nous présentent beaucoup les bénéfices de cette réglementation, mais nous parlent peu des risques qu'elle présente. Et je pense qu'il va falloir qu'on en débatte et qu'on en discute. Au niveau des bénéfices, c'est vrai qu'il y a une augmentation des obligations à la charge de ces fournisseurs de services intermédiaires, avec l'obligation d'avoir des points de contact, des représentants légaux pour qu'on puisse être en contact avec eux, même s'ils sont à l'étranger. En fait, il y a également toute une réglementation de la modération des contenus, l'obligation d'établir des procédures de signalement de contenus illicites, d'être transparent sur l'exposé des motifs si jamais on est déréférencé par exemple, sur la transparence des algorithmes, sur les systèmes de recommandation qu'ils utilisent.
avec la possibilité également de faire des plaintes en ligne, de recourir à un règlement extrajudiciaire des contentieux lorsque, par exemple, on va être déréférencé, on pourra recourir à une personne qui va régler le litige et non plus seulement à un juge, une forme d'arbitre en fait, ce qui existe déjà pour les litiges relatifs au nom de domaine. Et puis cette réglementation, elle vise aussi à lutter contre les risques systémiques des très grandes plateformes et des très grands moteurs, avec une obligation donc d'évaluer ces risques et de lutter contre ces derniers. Et puis enfin, avec des amendes possibles, 6% du chiffre d'affaires mondial, qui pèsent donc sur ces fournisseurs de services intermédiaires. Voilà pour les bénéfices, mais on ne parle pas des risques. Et je crois que c'est important d'indiquer que ce règlement, je le trouve, moi, de mon point de vue, assez confus au niveau des définitions. C'est-à-dire que on a une définition des fournisseurs de services intermédiaires, avec d'un côté donc les fournisseurs d'accès, les fournisseurs de cash et d'hébergeurs, et de l'autre, on définit les plateformes comme étant une forme de fournisseurs de services intermédiaires, mais ils ne sont pas intégrés en tant que tels dans la définition stricte des fournisseurs intermédiaires. Et puis enfin, on a une définition des moteurs. On nous dit qu'il s'agit de services intermédiaires, mais ils ne sont pas dans la liste limitée des fournisseurs de services intermédiaires. Et donc, on a de nouvelles définitions aussi par rapport au droit actuel que l'on a. Et je trouve que tout cela crée une certaine confusion, sans parler du fait que ce règlement n'aborde pas la question essentielle, je trouve, de la responsabilité des moteurs de recherche. On nous parle de la responsabilité des hébergeurs, mais quid de la responsabilité des plateformes? Alors oui, ils ont de nouvelles obligations de diligence à respecter, mais rien sur les moteurs. C'est comme si donc on disait on va s'occuper du statut juridique de la voiture, mais on va oublier de trancher la question de la responsabilité du moteur. Donc il y a de graves, je trouve, lacunes et des failles dans ce dispositif. Alors et donc, justement, dans ce dispositif, les failles, on va voir si elles sont voulues justement que ça soit flou pour pouvoir mettre un petit peu tout ce qu'on veut ou pas. Didier Maistot, quand on parle de calmer la toute-puissance des GAFAM, finalement on a envie de se dire, bah oui, il y a quelque chose de bon là-dedans, mais évidemment, est-ce que ça va pas être récupéré pour autre chose? Alors d'abord, je souscris à ce que vient de dire Arnaud Di Meglio. C'est l'évidence, il y a un flou comme d'habitude, de toute façon avec cet exécutif et j'allais dire cette commission européenne qui travaille de concert et qui a déjà des précédents puisque sans aucun fondement légal, sans aucun fondement juridique, pour des raisons bassement politiciennes, elle a fait interdire des médias, je pense à Sputnik ou à RT France parce qu'ils n'étaient pas conformes à la doxa de M. Macron, et ce, depuis les Gilets jaunes. Une fois qu'on a dit ça, et effectivement, il y a des problèmes techniques qui viennent d'être évoqués, juridiques aussi, mais il y a aussi des problèmes de fond quant à la définition de ce que pourrait être, par exemple, un appel à la révolte. Qu'est-ce qu'un appel à la révolte ? Qui décide que c'est un appel à la révolte ? Qui va immédiatement, comme l'a répété plusieurs fois M. Breton, supprimer les contenus. Quelle est la garantie pour un citoyen que ce ne soit pas une censure ? Quelle légitimité, d'abord à M. Breton, qui n'est qu'un fonctionnaire, qui est quelqu'un de nommé, qui n'a aucune légitimité populaire, politique, électorale, pour censurer ainsi des millions de gens qui vont exprimer une opinion. On voit bien que cet exécutif et cette Commission européenne et cette social-démocratie complètement dépravée qui s'est vraiment félicitée de ces réseaux sociaux lorsqu'ils étaient viraux dans le monde, et notamment pour les révolutions, pour les printemps arabes. Là, c'était magnifique, c'était superbe. C'était la démocratie qui allait fleurir partout sur la planète
en Iran, au Liban, en Tunisie, en Libye, partout en fait. Ils n'ont eu de cesse que d'applaudir les réseaux sociaux. Et puis là, maintenant, on voit que M. Macron et tous les exécutifs sont en difficulté parce qu'on voit qu'il y a une révolte des peuples. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On les censure. Et on casse le thermomètre. On casse le thermomètre. Et c'est le problème des réseaux sociaux qui sont des médias et donc qui ont une ligne éditoriale. On va alors juste, oui, à la responsabilité, mais là, on voit bien que c'est de la bêtise et de l'autoritarisme. Alors, on va y revenir. Et bienvenue quand même, bienvenue dans une société très autoritaire, sous couvert de progrès, de démocratie et de contenu licite. On va y revenir, Didier Maisto. Vous connaissez la règle, il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'Adèle Rosner. Ligne droite. La table ronde. La table ronde. Alors, nous parlons notamment de cette loi DSA, cette loi qui tente de contrôler les réseaux sociaux, cette loi européenne, le Digital Service Act en anglais, et elle a pour finalité de lutter contre les GAFAM et contre les autres plateformes, de modérer les contenus. Et Arnaud Di Meglio, finalement, la législation sera donc les conditions générales, les nouvelles conditions générales de ces réseaux sociaux, évidemment, qui vont dicter ce qu'on a le droit de penser et ce dont on n'a pas le droit de penser. Voilà, merci de revenir sur ce point que je trouve vraiment essentiel. En fait, c'est vrai que cette réglementation reconnaît finalement aux GAFA et aux grandes plateformes, de manière générale, le pouvoir d'édicter des règles en termes de contenu et de les faire sanctionner. C'est comme si on leur reconnaissait finalement un pouvoir législatif, réglementaire, puisqu'elles ont un tel impact sur le marché que, en fait, ça revient à leur conférer une sorte de pouvoir législatif. Donc moi, j'étais tout d'abord surpris par ce positionnement où on leur reconnaît donc cette liberté, je dirais même éditoriale, la possibilité de fixer une ligne. On l'a bien vu dans le cadre du Covid, avec les interdictions de diffuser tout contenu qui serait contraire à un consensus sanitaire, alors qu'on sait très bien sur des tas de sujets, il n'y avait pas de consensus, et comment des millions de vidéos, de contenus ont été supprimés, notamment sur YouTube, au visa de ces conditions générales. Et moi, je trouve ça assez choquant qu'on laisse ces GAFA définir des règles aussi antidémocratiques, puisque ça permet de censurer des contenus, certes, qui peuvent parfois être minoritaires, mais qui sont essentiels pour la liberté d'expression. Et donc, on a vu, par exemple, la chaîne François supprimée, tout son contenu supprimé dans Google Actualité, ses services publicitaires supprimés. Donc, il y a une reconnaissance de ce pouvoir par le règlement sur les services numériques. Et est-ce qu'il n'aurait pas fallu, au contraire, donc exiger une neutralité de ces plateformes et les obliger à ne faire respecter que le droit que l'Union européenne a élaboré. Alors Didier Maisto, là-dessus, justement, il y a une nouvelle ligne éditoriale, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas d'images pédopornographiques, il ne faut pas de vente de drogue, il ne faut pas d'attaques racistes, il ne faut pas de vente de produits illégaux. Mais là, avec cet argument-là, on essaye de mettre une nouvelle ligne éditoriale qui va permettre de détruire, de supprimer du contenu sur ces réseaux sociaux. Oui, parce que le principe, normalement, c'est la neutralité du web. C'est-à-dire, c'est un espace d'échange, y compris pour toutes les plateformes, où effectivement, on n'a pas à être juge et partie. Ce sont finalement des hébergeurs. Après, bien sûr qu'il y a une responsabilité de chacun. Il y a une responsabilité, ça a été dit en préambule, des plateformes, des hébergeurs, des moteurs de recherche, de tout ce petit monde. Mais, j'allais dire, il y a déjà la loi. Et il y a déjà la loi en France, y compris dans tous les pays de l'Union européenne. Et la loi est assez sévère quand on fait des attaques racistes, quand on se livre à de la pédopornographie. Après, ça pose le problème des moyens, parce qu'il faut beaucoup de gens pour traquer les personnes qui se livrent au trafic d'enfants, à la pédopornographie, la pédocriminalité. On voit bien que les gens sont un peu dépassés. Mais
ce qui me gêne profondément, c'est qu'on va finalement, c'est pas de la régulation, c'est de la censure déjà a priori et a posteriori. Et c'est de la censure dont on ne sait pas par qui elle sera pratiquée, en fait, cette censure. Et quand je parlais j'étais très intéressé, j'ai lu très attentivement le projet, j'ai écouté attentivement M. Breton, quand il parle d'appel à la révolte. J'allais dire que finalement, quand vous êtes dans ce monde macroniste en marche, vers je ne sais quoi, l'abîme sans doute, et que vous êtes un contestataire, nous sommes quelques-uns dans l'espace public, journalistes, intellectuels, philosophes, scientifiques, médecins, à porter la contestation de façon argumentée, pacifique et absolument tranquille. Demain, moi, je sais que la plupart de mes prises de position pourront être lourdement sanctionnées. Je pourrais être sanctionné judiciairement, je pourrais être sanctionné financièrement, parce que ma prise de position sera jugée comme de la sédition, un appel à la révolte, un appel à la révolution. C'est quand même M. Macron qui a écrit un livre qui s'appelle Révolution. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, si vous me permettez l'expression. Parce qu'à un moment, moi je veux bien tout ce qu'on veut. Les GAFAM, ils ont été complètement aidés, choyés par M. Macron, par tout le gouvernement, qui se prennent en photo avec Elon Musk, etc., qui font les singes savants, qui font les intéressants. Il y a des patrons, je crois que c'est le patron de TikTok d'ailleurs, qui est un proche de M. Macron, qui a travaillé avec lui, etc. Et maintenant on nous dit, le patron en France, qui va réguler tout ça. Mais enfin, on voit bien que effectivement, déjà c'est le cas puisque les médias sont à 99% possession d'oligarques. Les réseaux sociaux, il suffit de voir Facebook, etc. Ce sont des proches du pouvoir. J'ai parlé de TikTok, mais aussi de Facebook et de tous ces gens qui sont mis à la tête de ces réseaux, qui sont ni plus ni moins que des gens qui ont travaillé avec M. Macron, M. Sarkozy, enfin, tout ça c'est c'est le même monde. C'est le même monde, la même engeance, la même ligne, la même ligne, la même voilà. idéologie. Et donc, on voit bien que c'est... demain, il y a eu une première salve, un premier pont avancé qui était celui des fact-checkers. C'est-à-dire des journalistes qui n'ont jamais fait de journalisme, qui sont des petits jeunes inexpérimentés, qui mettent des lunettes en écaille, qui prennent la pause et qui, tel Monsieur Jourdain, disent « je vais vous expliquer ce qu'il faut penser et d'où ça vient, le mot complotisme, etc. » Mais c'était déjà... là, on était dans le méta, mais dans le méta... la méta, je dirais... justification, la méta-analyse, et au final, ceux qui permettent ça, qui régulent, qui jugent et qui sanctionnent, c'est toujours les mêmes personnes. Voilà, c'est toujours les mêmes. Et il n'y a pas de juge là-dedans. Voilà, et on qui va peut voir se aussi défendre. Qui peut se défendre. Exactement, et notamment les situations de crise, les situations exceptionnelles pourront donner lieu avec ce DSA, ce Digital Service Act, à des mesures restrictives, notamment en termes de sécurité publique, alors on a parlé des émeutes, mais aussi en termes de santé publique. Donc ça, Arnaud Di Meglio, on pense évidemment au Covid, à la crise sanitaire, voilà, forcément, c'était une situation de crise, une situation exceptionnelle, et donc à ce moment-là, on pourrait voir des mesures restrictives, des contenus bannis sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. On l'a vu dans le cadre des conditions générales des GAFA, finalement, qui ont imposé des règles en termes de contenu, donc des suppressions, comme on l'a dit. Avec le règlement, en plus, il est prévu la possibilité des pouvoirs accrus de la Commission en cas de crise. Donc, on a bien vu comment la propagande, d'un côté, a fonctionné et la censure de l'autre. Et donc, je crains qu'avec... ces dispositions, on continue finalement à quoi on a assisté là, pendant l'épidémie de Covid. Je voudrais dire aussi que le gouvernement et l'Union européenne disent ce qu'ils font, ce qu'ils essaient de créer pour lutter contre la haine en ligne, mais ils ne disent pas aussi parfois ce qui se passe en coulisses, comme le fait qu'on ne peut plus identifier les personnes à des fins de procédure civile,
Donc, lorsqu'il y a, par exemple, un dénigrement, par exemple, concurrence déloyale par dénigrement, vous pouvez plus identifier les personnes. Donc ça, c'est une loi du 30 juillet 2021 au nom de la protection des données personnelles. Et ensuite, une autre loi du 2 mars 2022 empêche qu'on puisse accéder aux adresses IP des personnes qui commettent des infractions sur Internet qui encourent une peine inférieure à 1 an de prison. C'est-à-dire que les personnes qui effectuent de la diffamation ou des injures classiques, on ne peut plus obtenir leur adresse IP parce que, soi-disant, il faut protéger leur adresse IP. Donc, d'un côté, on nous dit, oui, on va lutter contre la haine en ligne, mais de l'autre côté, on nous supprime des moyens d'identification des personnes qui vont diffuser des contenus haineux. Donc on a une politique qui est complètement contradictoire, je dirais. Et j'ai vu au passage que le Sénat, dans le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique qui est en cours de discussion, essaye de réparer ça, je dirais, en créant un délit d'outrage en ligne qui sera réprimé d'une peine d'1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, ce qui permettra justement donc d'obtenir les adresses IP. Mais on voit que il y a des politiques qui sont parfois un petit peu, je trouve, incohérentes pour lutter contre la haine. Didier Maistre. Oui, c'est de la schizophrénie. Quand on parle de confusion, la confusion, elle est entre l'outil et l'objectif final. Elle est entre la forme et le fond. Si vous avez justement de la haine en ligne, et Dieu sait qu'il y en a de la haine en ligne, elle n'est pas qu'en ligne d'ailleurs, la haine, la ligne n'est que le réceptacle de la violence de la société. Mais si on anonymise effectivement les adresses IP, etc., qu'il n'est plus possible de poursuivre, finalement on s'attaque au baromètre. Donc on ne règle pas le problème de la haine, on ne règle pas les problèmes de la société, on fait, comme on le faisait dans l'ex-URSS, un grand coup de gomme, on retouche la photo, et puis le problème n'existe pas. Il faudrait faire l'inverse, en fait. Se servir de tout ça, puisqu'on nous parle toujours de respect, de droit à l'oubli, enfin, il y a tout un tas de réglementations, mais quand il y a des gens qui se livrent à de la haine en barre sur Internet, il faudrait faire le contraire. C'est-à-dire remonter les adresses IP, démanteler les réseaux, sanctionner, et laisser cet espace de liberté à des gens qui savent s'en servir et qui ne s'en servent pas à des fins néfastes. Ça, c'est comme si demain, on peut faire ça, on peut faire l'analogie pour tous les médias. Hein. Pour la presse écrite, y a quelqu'un sur le site internet du Monde, on dit non, supprime le Monde. Ou on va restreindre. Non mais qu'est-ce que c'est que cette idée, quoi? C'est dramatique en fait, d'un point de vue des libertés publiques. Ces libertés publiques qui se réduisent de jour en jour. Il faut le dire aussi avec un total mutisme des journalistes qui viennent exhiber leur nombril. Oh, j'ai mal, monsieur Macron, il y a l'extrême droite au JDD. Ah là là, je souffre, mon nombril. Aidez-nous, monsieur Macron. Ou de l'autre côté, d'ailleurs, aussi les journalistes de CNews ou d'Europe 1 qui disent « On n'est pas des crypto-fascistes, etc. » Mais vous êtes tous des clowns. Parce que quand, en fait, vous parlez de votre petit nombril, mais quand la population est maltraitée, ça a été le cas, on l'a dit, pendant le Covid. Quand des citoyens, notamment des gilets jaunes, sont éborgnés, ont eu des mains arrachées, quand il y a eu un certain nombre d'exactions, les journalistes sont restés quoi ? Sont restés muets. Donc c'est un corporatisme de bas étage qui n'intéresse pas du tout les citoyens, qui ont un petit peu de mémoire. Et donc voilà, il y a aussi ce problème de la responsabilité personnelle, de la responsabilité des professions qui devrait s'élever quand on restreint la liberté d'expression, quand je vois ce qu'on fait à Isia Higelin, qui dans une performance artistique, alors on peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle dit, mais on va faire quoi? Des artistes CAC 40, des journalistes CAC 40, bien conformes à ce que pense Monsieur Macron? C'est ça qu'on est en train de mettre en place. Qui va décider de ce qui est bien, de ce qui est moralement acceptable? Quand on commence à mettre le doigt dans cet engrenage, qu'est-ce qu'un appel à la révolte? Qu'est-ce qu'une information sanitairement correcte? Ça veut dire que le professeur Perrol, le professeur Raoult, Claudia, Alexandra Henry-Encode, un certain nombre de personnes, Christine Coton, qui ont alerté sur la situation sanitaire, on dit en fait
comme Monsieur Reichstadt et Julien Pain ont décidé qu'ils n'ont aucune formation scientifique, alors que ces gens-là ont passé leur vie sur l'épidémiologie, l'ADN ou l'ARN, etc. Ils disent non, en fait, ils sont pas dans la doxa, donc c'est une fake news. On les enlève on les enlève de toute existence publique. Mais c'est extrêmement grave. 1984, elle est passée là. Voilà, c'est ça. Alors je voulais revenir sur ce DSA, Digital Service Act, avec vous, Arnaud Di Meglio. On parle notamment de propos qui seraient donc judiciarisables, c'est-à-dire qui ne sont pas encore interdits par la loi, mais qui peuvent être judiciarisables. Alors on a parlé évidemment du Covid, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, on va interdire même aux gens de se poser des questions parce que ça sera condamné sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas précisément de quoi vous parlez. C'est vrai que ce qu'on a vu, c'est qu'au travers des conditions générales, donc il peut y avoir des règles créées par les GAFA, mais de l'autre côté, ils doivent aussi eux-mêmes lutter contre les contenus illégaux, avec des obligations donc de modération de ces contenus. Mais dans tous les cas, il faudra que les règles soit défini clairement. Et justement, c'est le problème de la règle. Vous ne pouvez pas diffuser des contenus contraires à un consensus parce que la règle, elle n'est pas claire. Elle est très subjective. Et ensuite, pour rebondir sur notre ami de Maïstos qui disait, c'est vrai qu'on a un problème, je pense, en France et dans l'Union européenne, de séparation des pouvoirs, avec séparation des pouvoirs de l'État et des médias. Et je trouve qu'on ne discute pas assez de ça. On a vu cette collusion entre le pouvoir et les médias dans le cadre du Covid, qui était assez flagrante. Et je crois que comme on a discuté de la séparation entre l'Église et de l'État, il faut discuter et créer une véritable séparation des pouvoirs entre l'État et les médias. Parce qu'on voit bien qu'on est face soit à de la propagande, soit de la censure, mais il y a un problème d'information dans notre pays. Didier Maistre. Oui, et puis la notion même de consensus. Alors on peut concevoir que dans une société, on recherche l'apaisement, le consensus, la concorde, tout ce qu'on veut. Mais ce consensus, il arrive a posteriori, lorsqu'il y a eu un débat éclairé, librement consenti. Et le consensus ne saurait être l'objet d'un règlement ou d'une loi. Mais qu'est-ce que ça veut dire que dans une société, il y a un consensus? C'est comme quand on parle de la communauté scientifique. Il n'y a pas de communauté scientifique. Il y a des scientifiques qui produisent des essais, qui ont une opinion. Non, même pas. Qui produisent du travail, des études, etc. Et ensuite, éventuellement, elles font consensus dans les métiers. J'ose pas parler de communauté parce que il y a eu l'expérience, ça a été prouvé scientifiquement, voilà. Et là, on peut dire il y a une espèce de consensus. Plus personne ne mettrait en cause, je sais pas moi, un rhume. Bon, voilà. Mais comment voulez-vous avoir un consensus sur le Covid, sur les vaccins, dès lors que ce vaccin était en phase de test, que le simple fait de la contagion, dans un sens comme dans l'autre, n'a pas été testé. Et après, on nous dit, mais il y a un consensus et vous ne devez pas en parler. Et vous voyez, c'est de le faire a priori, laisser croire que dans une société, il y a une espèce de monde de sachants qui s'est mis d'accord sur un consensus et que tous les autres sont le vulgus pecum, qui racontent n'importe quoi, qui sont complotistes, conspirationnistes, ça c'est le début du fascisme. Qu'est-ce que ça veut dire une pensée conforme, une pensée qui fait consensus dans un espace public dit démocratique, dans le pays des droits de l'homme, et dans le pays, et dans un espace européen. Dans notre pays, c'est constitutionnel, l'opinion, la libre expression, etc. Mais au sein même de l'Europe, ce sont des droits garantis par tous les règlements, la loi européenne, mettons, puisqu'il n'y a pas vraiment de constitution européenne, mais de tous les traités européens. Mais heureusement qu'on a encore le droit d'exprimer une opinion. Et après, je dirais, le consensus, il se fait ou pas par la population qui va
adhérer à une étude, pas adhérer à une opinion, etc. C'est quand même, on va pas dénier aux gens le droit de penser par eux-mêmes et d'avoir un cerveau. Mais enfin, on est dans quel monde là ? Mais justement, comment on va faire face à ce DSA, ce Digital Service Act ? Alors, évidemment, ce DSA, il aurait pu faire en sorte que nos données personnelles soient protégées ou qu'il y ait une diversité d'opinions dans les médias, mais c'est pas le cas. Mais on a beaucoup parlé d'Elon Musk qui a repris, on le rappelle, Twitter, qui lui dénonce la censure sur les grandes plateformes et la non-respect des pluralités d'opinions dans les médias. Vous, Arnaud Di Meglio, vous pensez qu'Elon Musk il peut faire face justement à ces nouvelles législations et faire en sorte que Twitter soit véritablement un espace de liberté ? De toute façon, il va être donc soumis, comme le dit le commissaire Thierry Breton, à la réglementation. Donc, il sera contraint de toute façon de respecter les obligations qui sont prévues. Lui-même, d'après les propos d'Elon Musk, il a dit qu'il allait respecter la réglementation. Ensuite, c'est vrai qu'on voit qu'il a un autre positionnement peut-être que les autres GAFA. Tant mieux, je dirais, parce que quand on voit comment se sont comportés certains GAFA pendant cette épidémie, c'est assez inquiétant. Et puis enfin, je voudrais dire que dans le DSA, il y a quand même des garde-fous, c'est-à-dire que les restrictions que les plateformes apporteront au contenu seront limitées parce que ces restrictions devront être diligentes, objectives et proportionnées. C'est-à-dire qu'il va y avoir quand même, évidemment, des règles à respecter, notamment de proportionnalité et la nécessité de respecter la charte des droits fondamentaux et le pluralisme des médias. Donc, il faut dire aussi que quand même, nous aurons toujours des recours pour faire respecter le pluralisme des médias. Mais ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas eu en amont plus de verrouillage par rapport à ces conditions générales des plateformes, quoi. Didier Maisto. Oui, et puis une question qu'on n'a pas encore abordée, c'est celle des signalements. On voit bien que à l'Élysée, il y a une véritable ferme à trolls, y compris dans Renaissance, c'est-à-dire des gens qui toute la journée font des signalements quand c'est pas conforme à leur pensée. Ou à troll pour les auditeurs, voilà, qui font des signalements toute la journée. Voilà, des gens qui passent leur temps sur les réseaux et qui viennent détourner un petit peu ce que vous dites et qui vous signalent, quoi, qui font des signalements massifs, soit auprès de Pharos, soit auprès des plateformes elles-mêmes, dans le but de supprimer votre compte. Et ça, bien sûr que y a des garde-fous, mais qui va aller voir dans l'arrière-cuisine ? Comment est-il possible de savoir ? On va bien comprendre, puisque là, on voit que toutes ces plateformes ont la pression à la fois du commissaire européen, mais aussi, j'allais dire, du Conseil européen et de tous les pays qui composent l'Union européenne, qui sont dans les exécutifs, sont parfois et très souvent et de plus en plus en difficulté. On voit bien qu'il y a déjà cette pression, et cette pression, évidemment, quand il y aura des émeutes, des contestations, on peut imaginer que les services, les exécutifs, les petites mains, et aussi un certain nombre de robots, parce qu'il y a des milliers de robots. Moi, je prétends que au moins la moitié des comptes de M. Macron sont des faux comptes, notamment sur Twitter. 0 abonnés, des photos de footballeurs, il parle anglais, espagnol, italien, great president, bon, etc. Ça n'a aucun sens, tout ça. Et donc, on peut imaginer effectivement qu'il y a des signalements massifs et que sous la pression, parce qu'il faut, je sais pas, même s'ils vont embaucher 1000 personnes à la Commission européenne pour réguler tout ça, mais vous vous rendez compte ? Des milliards d'informations qui tous les jours sont balancées, vous pensez que les gens vont dire est-ce que ça c'est les droits fondamentaux, est-ce que ça respecte la charte des droits de l'homme, est-ce que c'était un équilibré ? Non, qu'est-ce qui va se passer dans les faits ? Les contenus les plus signalés, les gens ne vont pas s'ennuyer, ils vont supprimer. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est ça le problème. Et comment fera-t-on ? On n'aura aucun moyen, nous, parce que voilà, nous, on n'a aucun moyen de coercition, de pression vis-à-vis de ces plateformes.
c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, ce que les exécutifs ont en fait. Et la contrepartie, c'est qu'on donnera nos données personnelles. Mais c'est déjà le cas. Voilà. Et elles sont déjà, y compris par les services publics, exploitées, vendues, revendues. Voilà, il faudrait toujours cocher, lire 70 pages et puis cocher le petit. Ah, vous n'avez pas coché, donc on a revendu vos données. Enfin, oui, ça, c'est un autre problème. Arnaud Di Meglio, il y a des réseaux sociaux alternatifs, il y a un moyen de contourner justement ce DSA, ces législations européennes. Je pense pas qu'on pourra le contourner, c'est-à-dire qu'il va être applicable, donc de toute façon, il faudra le respecter. La question, c'est de savoir comment peut-être l'améliorer. Parce que, on voit bien qu'il présente des risques pour notre démocratie, qu'en fait, il n'est pas à la hauteur des pouvoirs de ces GAFA. Qu'en réalité, on dirait qu'il n'y a pas cette prise de conscience nécessaire pour pouvoir lutter contre cette invasion à laquelle on fait face de ces nouvelles technologies, de ces plateformes, et qui impactent donc sur notre démocratie, sur le débat. Interdire le débat, moi je trouve ça choquant. Je trouve ça vraiment grave, d'autant qu'il s'agit de questions essentielles comme la santé publique, par exemple. Alors, on nous interdit d'appeler à la révolte. Didier Maisto, pour conclure cette table ronde, vous appelez à la révolte? Moi, j'appelle à la révolte, mais j'appelle à la révolte intelligente. Les gens, les Français, sont capables d'écrire, de rédiger, d'avoir une parole mesurée. Mais il va falloir faire preuve face à ce fascisme rampant. Moi, dès 2017... j'avais parlé d'avènement du soft-fascisme en cas d'élection de M. Macron. Nous avons le devoir et l'impérieuse nécessité d'être intelligents et subtils. Et donc, évidemment, il faudra trouver un mode d'expression. La langue française est assez riche pour ne pas tomber sous le coup et sous le joug de cette réglementation autoritaire. Et donc, il va falloir faire preuve de créativité, d'intelligence. Et je rappelle quand même que tout ce que l'on célèbre, ce qu'on va célébrer demain, la prise de la Bastille le 14 juillet, quand on regarde, quand on lit notre Constitution, quand on écoute la Marseillaise, ce sont, quand on regarde, quand on met en avant Gavroche dans les tableaux de Delacroix ou dans un certain nombre de publications, je rappelle qu'il avait 13 ans, on célèbre aussi l'essence même de notre nation, de notre peuple, et de notre pays, dont chaque centimètre de frontière s'est dessiné dans le sang. N'oublions jamais ça. Merci Didier Maisto, je rappelle, vous êtes journaliste indépendant, et merci à vous Arnaud Di Meglio, vous êtes avocat au barreau de Paris, Montpellier, docteur en droit, spécialiste en droit des nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication, et spécialiste aussi de le droit de la propriété intellectuelle. Merci à tous les deux.